bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette session qui peut sembler un peu technique. Nous allons parler de blockchain, d'ubérisation, de cybermonnaie. Ça peut paraître technique, mais ça engage parfois notre souveraineté. Donc, ça peut vous intéresser. Puis, on va essayer d'être le plus concret possible. Si vous ne l'êtes pas, je vous rappellerai à l'ordre. Je me permettrai de faire ça pour faire un peu de pédagogie. On va s'interroger sur ces innovations qui progressivement rentrent dans nos porte-monnaies, qu'ils soient réels ou virtuels, voir si ça nous apporte vraiment des services nouveaux. On parle de désintermédier, on va expliquer de quoi il s'agit. Il y a des intermédiaires bancaires, notamment, que vous connaissez, mais il y a de plus en plus d'intervenants ailleurs dans différentes entreprises, différentes plateformes. Et pour faire le point sur cette question pendant 1 heure, en répondant dans un deuxième temps à vos questions, nous allons dans l'ordre donner la parole à Hélène Rey, qui est donc économiste, professeur d'économie à la London Business School, qui représente ici le Cercle des économistes et qui a coordonné cette session. Ensuite, je donnerai la parole en visio à Dan Schulman. Je ne sais pas s'il nous entend, mais apparemment oui, en tout cas je le vois. Hello Dan Schulman, I hope you can hear me. Oui, apparemment un petit pouce signifie que oui. Et lui, il a été le patron de PayPal pendant un certain nombre d'années, pendant 9 ans précisément, pendant lequel le chiffre d'affaires a triplé. Ensuite, je donnerai la parole à Daniel Biarnet, ça se prononce comme ça, Daniel Biarnet, qui lui représente l'Association française des trésoriers d'entreprise. Ensuite, Maya Attig, qui est directrice générale de la Fédération bancaire française. Bonjour à vous. Ensuite, Ming Pokai, qui a fondé KT Capital, donc une grande société de private equity, 6 milliards d'euros d'actifs, dont un grand nombre d'innovations technologiques et en particulier financières. Ensuite, Édouard Vieillefond, qui est le directeur général de CCR, la Caisse centrale de réassurance. Et puis là, on aura fait le tour. À tout de suite, je donne la parole à Hélène Rey. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, une idéologie libertaire est en train de flotter sur la finance. Le Bitcoin et aussi les crypto-monnaies en général ont été inventées, il faut bien dire, pour désintermédier les gouvernements et les banques centrales en particulier. Mais la question se pose donc, pourquoi devrions-nous faire confiance aux nouveaux acteurs privés qui se substituent au gouvernement et aux banques centrales dans le domaine de la monnaie? Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue et d'ailleurs c'est celle qui a toujours la capitalisation qui est la plus importante et c'est une crypto-monnaie. Mais pourtant, quand on regarde le Bitcoin, on se rend compte que c'est vraiment une monnaie qui n'est pas très bonne du tout parce que en tant que qualité de monnaie, on aimerait avoir des coûts de transaction très bas. Or, ce n'est pas le cas du tout. Les transactions en Bitcoin sont chères. Elles sont aussi très intenses d'un point de vue énergétique. Et le cours du Bitcoin est très volatile. Donc, en fait, ce n'est pas une monnaie, bien que ça s'appelle une crypto-monnaie. C'est plutôt un actif qui est hautement spéculatif. Et les crypto-monnaies peuvent être utilisées, et d'ailleurs ont été utilisées déjà, pour contourner des régulations. Alors, il y a des transactions illégales, il y a l'utilisation du dark web. Mais parallèlement à ces innovations donc, qui sont liées aux crypto-monnaies, on a d'autres innovations. Et par exemple, on a d'autres moyens d'échange qui sont ce qu'on appelle les stable coins. C'est-à-dire ce sont des monnaies dont le cours est fixé par rapport à une monnaie normale. En pratique, par rapport au dollar. Donc les stable coins, ce sont des monnaies qui ont une valeur qui est fixe par rapport, disons, au dollar US. Et ces monnaies-là sont utilisées
par exemple pour les paiements internationaux, en partie par des compagnies comme des entreprises comme PayPal, comme Mastercard, comme Visa Card, qui les utilisent pour leurs transactions internationales. Ce sont des monnaies qui font donc le va-et-vient entre le système traditionnel des monnaies classiques et ce nouveau système. Et en faisant ce va-et-vient, elles peuvent utiliser des plateformes d'échange comme Coinbase, comme Binance, qui sont parfois assez opaques et parfois relativement peu régulées. Donc la question se pose vraiment, quels sont les avantages de ces nouveaux moyens de paiement et de façon plus large d'autres technologies qui sont reliées? On peut penser d'un côté qu'elles peuvent conduire à des baisses de coûts grâce à ces nouvelles technologies et peut-être grâce à l'attaque des monopoles des banques et donc une attaque des rentes bancaires. Mais peut-être qu'elles ont aussi des effets sur la stabilité du système financier. Donc il y a peut-être des coûts et des inconvénients qu'il faut regarder. Et peut-on imaginer par exemple que toutes les transactions internationales en viennent à se passer à travers le stablecoins en dollars dans le moyen terme? Ce serait possible. Stablecoins donc émises par des entités privées. Dans ces cas-là, cela aurait des conséquences assez importantes sur le système financier international et aussi potentiellement sur les équilibres géopolitiques. On voit que, parallèlement à tout ça, il y a des développements d'autres technologies qui sont reliées. Alors la blockchain, c'était relié très à Bitcoin, mais on parle aussi énormément de tokenisation, de smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents. On parle aussi du Web 3.0. Donc ce sont des termes qui sont très à la mode et qui sont assez techniques. Donc j'espère que sur ce panel, on pourra faire une pédagogie vis-à-vis de ces termes et exactement ce à quoi ils correspondent d'un point de vue assez concret. Quels sont les avantages pour la société de ces innovations, de cette désintermédiation? Et en particulier, il serait bien d'entendre de la part de nos panélistes quels sont les avantages pour les gens comme vous et moi, et aussi pour les sociétés non financières. Je demande toujours à mes étudiants, je leur demande quel est le business case pour la finance des intermédiaires. Et j'avoue qu'en général, les réponses que j'obtiens sont relativement vagues. Alors, est-ce qu'il est vraiment crucial de pouvoir faire des transactions financières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ce n'est pas évident. Il serait bien aussi que le panel, s'ils peuvent, nous donne un exemple concret de contrats intelligents, les fameux smart contracts, qui soient utilisés et qui soient utiles en ce moment dans la finance des intermédiaires et dans l'économie réelle. Ce aussi pas des exemples qui sont faciles à trouver. D'autre part, on a des questions qui peuvent se poser quant à l'utilisation des données des utilisateurs. Qui les stocke? Qui peut les utiliser? Est-ce qu'elles peuvent être vendues? Et que se passe-t-il en cas de risques d'attaques cyber, qui sont devenus des risques très très concrets pour la plupart des entreprises? Est-ce que les banques traditionnelles, ici nous avons des représentants qui vont en discuter, essaient de s'approprier ces nouvelles technologies? Par exemple, parmi ces nouvelles technologies, on a aussi l'intelligence artificielle qui peut donner des microcrédits. En Chine, on a vu les développements de compagnies comme Ant Financials qui donnent des microcrédits à des gens qui n'avaient pas forcément accès au crédit avant en utilisant des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Du côté des banques centrales, on a également pu s'apercevoir qu'elles craignaient d'être distancées d'un point de vue technologique, et c'est vraisemblablement pour ça qu'elles se sont mises à expérimenter avec les fameuses CBDCs, c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale, qui, pour le moment, ça semble plus être une position, nous dirons, défensive qu'une position avec une vue stratégique très claire du point de vue des banques centrales. Mais en tout cas, elles s'y sont toutes mises. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu beaucoup de banques centrales qui commencent à expérimenter et à penser à comment concevoir une CBDC. Est-ce que ça doit être une monnaie de détail, une monnaie plutôt pour les banques commerciales, etc., etc. Ça pose énormément de questions sur la structure du système financier, en particulier le rôle des banques commerciales. Donc, pour conclure, je pense qu'il y a un coût d'opportunité qui est assez grand à développer ces nouvelles technologies parce qu'elles sont gourmandes en termes de talent, en particulier de talent scientifique,
en termes de puissance de calcul, elles sont gourmandes en termes d'énergie, elles sont aussi gourmandes en termes de capital. Et on peut se poser la question, est-ce que ces ressources ne seraient pas mieux employées pour lutter, par exemple, contre le changement climatique? Merci Hélène. Je vais tout de suite donner la parole à Dan Schulman. Dan Schulman, it's your turn. C'est à vous maintenant. Vous avez géré PayPal pendant 9 ans. Est-ce que c'était vraiment utile pour vos clients? Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec certains points qui ont été soulevés par l'orateur précédent et je ne suis pas d'accord avec certains autres éléments. On dit que ça coûte cher d'être pauvre et c'est surtout vrai dans le domaine des services financiers. Des transactions qui, pour vous et moi, sont essentiellement gratuites, peuvent être extrêmement coûteuses pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous ne pouvez pas obtenir du crédit, vous devez payer vos factures personnellement et vous devez payer un coût pour chaque transaction lorsque vous encaissez un chèque. Cela coûte très cher. Et ce système, je dirais, est obsolète. Les coûts de transaction restent élevés et dans une certaine mesure, c'est un système explicite et non pas implicite, quelquefois plusieurs jours pour effectuer une transaction. Lorsque vous avez moins d'argent, chaque instant compte. Vos entrées de trésorerie ne sont pas moins que vos sorties. C'est juste un problème de synchronisation. Lorsque vous avez des paiements instantanés, c'est très important. C'est un élément très important pour une grande partie de la population mondiale. Lorsque vous parlez des nouvelles technologies, la plupart ne sont pas bien comprises. Les gens peuvent mettre en place une inflation des crypto-monnaies avec des bitcoins, avec la théorie des blockchains et des CBDC et des stablecoins. Fondamentalement, tout cela, ce sont des choses différentes. Le bitcoin ne sera jamais une monnaie. Je ne sais pas pourquoi on le dit. C'est une valeur de stockage qui peut remplacer des choses comme l'or ou l'argent. Personnellement, je pense que ce sera le cas. Peut-être, je pense que le prix sera multiplié par 5 si c'est le cas. C'est un type d'actif. Les stablecoins ne seront pas... Les autres crypto-monnaies ne sont pas non plus des vraies monnaies. Blockchain, par contre, est une infrastructure extrêmement efficace pour effectuer des transactions. Mais chaque blockchain est différent. Certains blockchains sont parfaits pour des paiements. Vous pouvez faire un paiement à 1/1000 du coût de la transaction traditionnelle. Cela peut être instantané et extrêmement inclusif en même temps. Vous pouvez réduire les coûts, augmenter l'inclusivité dans l'économie financière mondiale et en même temps rendre les transactions beaucoup plus efficaces. Ça, c'est vraiment ce que le gouvernement et les banques centrales et les entreprises du secteur privé et le secteur bancaire essayent de faire. Cela ne sera jamais pour des grandes entreprises avec une certaine taille et une certaine réputation au niveau individuel. C'est quelque chose qui va fonctionner main dans la main avec le gouvernement, avec les régulateurs et avec les banques centrales. Et va fonctionner à travers toute l'industrie financière pour fournir une infrastructure beaucoup plus moderne et efficace. Les monopoles de Visa et Mastercard qui exigent des abonnements extrêmement élevés aux usagers. Lorsque vous déployez les CBDC ou les autres instruments, les taux vont baisser de 200 points de base à 50 ou 60 points de base. Cela va aider les marchands et les consommateurs.
Et je pense que la technologie et les avancées technologiques, si elles sont faites de façon responsable et intelligente, vont avoir un impact énorme sur le bien-être de nos économies. Merci beaucoup, Dan. Merci d'avoir... Bien sûr, vous pourrez intervenir à nouveau. Je donne la parole maintenant à Daniel Biarnet avec cette question toute simple. Vous qui représentez les entreprises, donc par le biais de l'Association française des trésoriers d'entreprise, est-ce que vous triez le bon grain de livret? Est-ce que vous faites le tri entre les paiements innovants, utiles, ou ceux qui ne le sont pas? Merci et bonjour à tous. Je pense que ce qui est important effectivement pour répondre aux questions qui ont été soulevées par Hélène, c'est de bien regarder 3 points. Le premier, c'est effectivement que les innovations technologiques dans la finance, en particulier dans les flux ou dans les paiements, il y en a une immense diversité. Vous avez parlé de Bitcoin, de stablecoin, de smart contract, tout ça c'est lié à une technologie qui est effectivement la blockchain, qui est sans doute l'innovation la plus poussée, mais il y a beaucoup d'autres innovations. Il y en a certaines que tout le monde connaît ici, comme par exemple, il y a beaucoup de gens certainement qui ont déjà utilisé Paylib, qui sont la possibilité de faire des paiements directs d'un téléphone à un autre uniquement avec un numéro de téléphone. Derrière, il y a un compte bancaire. Mais c'est vrai que ça permet de faire des virements instantanés. Il y a des choses que vous connaissez aussi qui s'appellent les wallets ou les portefeuilles électroniques qui sont gérés par des gens comme PayPal ou comme Visa, Mastercard ou Google Pay. Ça, c'est plutôt pour le grand public. Il y a aussi des choses qui sont plus à destination des entreprises, qu'on appelle des API. C'est des interfaces qui peuvent se connecter sur les systèmes d'information bancaires ou d'entreprise pour rendre les transactions plus fluides, plus efficaces. Et donc, ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de choix. On a organisé à la FTE en mars une manifestation qui s'est appelée Treasury Innovation Day, où nous avons mis en relation beaucoup de fintech avec des trésoriers. Et ce qu'on a vu, c'est une immense diversité de propositions, de solutions technologiques. Qui dit diversité dit choix. Et qui dit choix dit critères. Et donc c'est mon deuxième point. Quels sont les critères qui sont retenus par une entreprise pour choisir les innovations technologiques qui lui paraissent pertinentes? Je retiendrai 3 critères, et 3 critères qui sont hiérarchisés. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est l'utilité. Et le troisième, c'est le coût. Le premier critère, la sécurité, n'oublions jamais qu'il s'agit de flux financiers, qu'il s'agit de paiement, et que donc on ne peut pas se permettre de courir des risques. Il faut être sûr que l'argent arrive au bon endroit, que l'intermédiaire par lequel on transite, parce que même si ça n'est pas une banque, c'est un intermédiaire, qu'il est fiable. Donc le premier critère, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est l'utilité. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que ça va proposer des services additionnels à mes clients, du coup augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que ça va augmenter ma productivité et donc me faire baisser mes coûts? Et le troisième point, c'est le coût. Même si c'est sûr et efficace, est-ce que ça a un coût abordable? Il est très clair, par exemple, que ça n'est pas forcément le cas quand on s'appelle Visa ou Mastercard. Ça, c'est l'analyse microéconomique au niveau des entreprises. On peut aussi s'interroger sur les impacts macroéconomiques de ces innovations technologiques. On parle bien évidemment de données qui sont gérées. Ce sont des données sensibles de personnes, de flux. Elles doivent être protégées. On a une question de souveraineté. Il ne vous a pas échappé que la plupart de ces grands acteurs sont américains. Or, on parle de flux de paiement, donc on ne peut pas considérer que c'est une souveraineté que l'Europe peut abandonner, par exemple. Et puis, on a aussi une question de positionnement économique. Est-ce qu'on risque de créer, avec ces technologies, des acteurs dominants? Est-ce qu'on risque de créer dans le monde des paiements quelqu'un qui ressemblerait à Booking.com, dont vous savez qu'il prend l'essentiel de la marge des hôteliers, sauf que là, on est sur le paiement, c'est-à-dire ce qui alimente tout l'environnement économique. Alors, quand on prend ces 3 points, la diversité, les critères de choix, les impacts macroéconomiques, on peut essayer de répondre à la question. Est-ce qu'il y a
des innovations technologiques intéressantes et d'autres moins. Et votre réponse en un mot, vous aurez Voilà. le temps d'y revenir, mais c'est dans cette première introduction. Et donc, ce qui est très clair, c'est que l'innovation technologique est nécessaire, oui, à condition qu'elle soit sûre et que donc tous les acteurs soient soumis aux mêmes critères de sécurité, et qu'ils soient bancaires ou non, peu importe, mais il faut qu'ils soient soumis aux mêmes critères d'efficacité et de sécurité. Merci. Alors, on a beaucoup parlé des intermédiaires dont on peut parfois se passer, manifestement. Alors, celle qui représente les intermédiaires ici, eh ben, c'est Maya Attig. Donc, la parole est à la défense. Alors, je suis venue sans ma perruque de Marie-Antoinette, donc je suis vraiment désolée de devoir représenter l'ancien monde. Oui. Et puis d'abord, peut-être de commencer par rappeler que notre fédération bancaire regroupe 330 adhérents en France, dont une bonne partie de banques qui exercent uniquement en ligne. Le seul critère, c'est d'être agréé comme établissement de crédit, c'est-à-dire d'être soumis justement à ces règles bancaires qui sont donc les mêmes pour tous ceux qui choisissent ce statut. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont par exemple établissements de paiement, et puis il y a aussi des solutions technologiques, mais qui elles opèrent, je dirais, techniquement l'opération, mais le flux passe forcément par une institution financière, paiement ou autre. Donc, quand on parle de FinTech, on a un univers extrêmement vaste. Et en fait, le cœur de mon message, c'est de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être intermédiaire et le fait d'innover. Il n'y a pas de contradiction, je dirais même, je parle aujourd'hui, et je dirais même que l'intermédiation aujourd'hui telle qu'elle se fait en France, ce qu'on appelle intermédiation bancaire, c'est quelque chose qui présente un effet additionnel à tous ceux qu'a cité Daniel Biarnay à l'instant, c'est la masse, la capacité à traiter la masse. Et en fait, quand on parle de désintermédiation, c'est l'idée que c'est l'individu qui décide tout seul de tout ce qu'il fait de A à Z. Et en fait, je ne vais pas faire de référence à l'actualité politique, mais peut-être à une actualité sociétale plus large. Est-ce qu'on est dans un monde de l'individu qui décide tout seul de tout ce qu'il fait, ou est-ce qu'on est dans un besoin de collectif et un besoin d'avoir des corps intermédiaires et des personnes qui vous représentent, qui vous ressemblent d'une manière ou d'une autre? Et donc, en fait, aujourd'hui, ce que font les grands acteurs financiers en France, aujourd'hui, c'est d'intervenir dans les transactions, dans les paiements par exemple, dans les transactions du quotidien, et dans le financement, c'est-à-dire la fourniture d'argent pour réaliser vos projets à travers le temps, d'intervenir en masse. Et cette masse, je vais vous donner quelques chiffres pour l'illustrer, parce qu'en fait, la France répond à un schéma qui est beaucoup plus inclusif que celui qu'a connu, par exemple, Dan, qui nous parle à distance et que je salue. Je vais vous donner 3 ou 4 chiffres. 99,5% des Français ont un compte bancaire. Bon, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas, par choix, par nécessité. Qui sont exclus. Qui s'excluent, qui sont exclus. Et en fait, la moyenne en Europe, c'est 95%. Dans le monde, vous avez des pays où le chiffre, c'est 60%. Donc les pays dans lesquels on parle, par exemple, de monnaie digitale, de banque centrale, de détail, c'est des pays où, en fait, vous avez des gens qui n'ont strictement aucun compte, en fait. Et donc, on voit bien à qui on répond. Autre chiffre, 1300 milliards de prêts aux ménages. 1,3 trillion. Il y a des gens qui aiment bien parler en trillions. 1,3 trillion aussi, 1300 milliards de prêts aux entreprises. Et j'ajoute à ça d'ailleurs 1000 milliards de prêts de marché aux entreprises, c'est-à-dire des prêts directement des marchés aux entreprises. Donc ça passe pas forcément par les banques agissent sur les marchés, mais pas forcément là-dessus. Donc c'est des montants absolument astronomiques, et ça, cette intermédiation, elle permet aussi une mutualisation, c'est-à-dire une gestion des risques où finalement le faible coût des grandes entreprises compense le coût plus élevé des petites pour des taux qui sont en réalité en France beaucoup plus resserrés qu'ailleurs. J'ajoute un troisième point qui est celui de l'épargne, puisqu'en France on a une caractéristique qui est qu'une grosse partie de notre épargne est intermédiée par l'État, tout simplement. Quand vous cotisez pour votre retraite
ou quand vous cotisez pour la maladie, en fait, c'est l'État qui gère ça. Et ensuite, vous ajoutez une petite part, toute petite, pour l'épargne retraite ou pour vos besoins d'investissement à long terme. Donc l'épargne en France, elle est intermédiée par l'État, elle est intermédiée par les banques, et tout ça, ça fait des protections extrêmement fortes. Je voudrais terminer sur un point qui est finalement l'idée de l'innovation. Bien sûr, l'innovation, on n'a pas le choix d'innover ou de ne pas innover. On a innové depuis très longtemps, hein. Les banques existent depuis très 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 longtemps, et si elles se sont maintenues, c'est pas juste parce qu'elles étaient protégées par je ne sais qui, mais vraiment par l'innovation. Et cette innovation, elle est demandée par les clients. Et donc, c'est très important qu'elle se fasse en confiance. Ça, c'est majeur. Et je vous donnerai quelques indications dans le deuxième tour, parce que ce sont des éléments sur lesquels, par rapport aux investissements qu'on fait, on aimerait être à 100% d'indice de confiance. On est un tout petit peu plus bas, mais on est beaucoup plus haut que l'ensemble des autres acteurs en termes de sécurité des transactions et des données. Merci pour cette concision. Ming Pokai, je vous ai présenté déjà comme fondateur de KT Capital, qui a beaucoup investi dans ces technologies financières, ces innovations. Ça vaut le coup de mettre de l'argent dans ces nouveaux produits. Merci Jean-Charles de m'avoir invité. Jean-Paul. Ah, Jean-Paul. On s'est vu à Davos il y a quelques années. C'est vrai. Désolé de changer ton nom. Je m'appellerai Jean-Paul. Ce titre de session est un peu accusateur, comme quoi innovation financière, il y a un problème. Non, 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 il n'y a pas de problème, je vous assure. Il n'y a pas de problème innovation. Oui, KT, nous gérons 6 milliards. On a 4 bureaux en Europe, France, Allemagne et Espagne, New York, San Francisco, que j'ai créé il y a 17 ans, en France et en Chine et à Singapour. Nous avons investi, aujourd'hui, on est, je pense, que le plus gros fonds d'innovation, tech innovation en France, même en Europe. On vient de lever 1 milliard d'euros. On avait investi à peu près 30 unicornes. On appelle licornes. Et il y en a pas mal dans le fintech, que ce soit Cham au Silicon Valley, Alma en France, Descartes en France, et bien d'autres. Moi, je voulais dire, c'est que, d'ailleurs, notre investisseur, c'est beaucoup de votre membres, hein, c'est les banques, les compagnies d'assurance. Moi, je pense qu'il n'y a pas un sujet de désintermédiation. C'est une question d'utilité et impact auprès du consommateur final. Tous ces entrepreneurs tech, parce que vous parlez d'une manière un peu abstraite, mais sont des jeunes entrepreneurs français qui sortent de meilleure école et qui a une volonté farouche de rendre les entrepreneurs, enfin les consommateurs, avoir une vie plus facile. À la main, aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes qui peuvent acheter et en payer en plusieurs fois. Cham, quand Cham a été créé il y a 7 ans à Silicon Valley, l'époque russe a permis à peu près 7 millions d'Américains qui n'ont pas de carte bancaire, à nouveau, refinancialisation. C'est quand même donner la chance égalitaire. Et aujourd'hui, ça devient une application plus téléchargée par les low revenus, les revenus les plus bas de la population. Donc d'abord, je pense que c'est surtout une utilité impact positive que la innovation amène. C'est pas une question de... Ils voulaient éliminer au milieu couche X ou Y. La volonté d'être humain à chercher une qualité de service, plus de confort, tu ne peux pas les stopper. La banque était une innovation. Bon, maintenant, les banques financent les startups pour les aider mieux servir ses clients. Donc les grands groupes, les bancaires, que les startups n'est pas en conflit. Ils s'associent ensemble très bien. D'ailleurs, nous gérons le fonds de FinTech de BNP Paribas partout dans le monde. BNP Paribas est pionnier. Il veut soutenir, il veut vraiment obsession d'aller au bout de service, qualité service client. Donc tu deviens un peu grand et que les jeunes ingénieurs data scientists qui peuvent avoir des solutions, tu le prends.
Voilà. Et ces jeunes, aujourd'hui, effectivement, depuis qu'on a ce téléphone, on a identité digitale qui nous permet de faire beaucoup de choses en masse, et vite, et scale. Et ben, bien sûr, que c'est pas que les jeunes. Hein. Aujourd'hui, dans l'e-commerce, s'il n'avait pas la technologie de paiement, comment tu peux avoir l'e-commerce? Alors, dernier point, moi, je voulais dire, c'est que il faut encourager. C'est pas seulement, il ne faut pas l'accuser. Il faut l'encourager, s'il vous plaît, l'encourager, surtout nos jeunes. S'il a des idées qui peuvent même aider aussi aujourd'hui des gens un peu plus âgés d'améliorer, parce que quelque part, innovation, c'est aussi baisser le coût. Avoir de qualité, baisser les coûts. Ben, simplement, je voulais vous signaler, parce que nous, on est en digital, on le voit très bien, la population change, la société change. Il faut oublier qu'il y a une classe moyenne de sens traditionnel est en train de disparaître. Par contre, il y a des peuples. Il y a le peuple qui a le droit d'avoir la dignité de fashion, de qualité de service, etc. etc. Et donc, quelque part, si tu veux servir au peuple, ben, il faut aussi recours à la technologie. Merci beaucoup. Merci. Édouard Vieillefond, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, pour tenir le délai, moi j'ai 5 points en 5 minutes, c'est assez simple. Le premier, c'est qu'on a entendu beaucoup parler de la technologie et du progrès. Bon, à l'évidence, ces technologies sont des progrès. Le progrès, il continue, il s'accélère. C'est la seule façon de faire de la productivité, de créer de la richesse. Et de façon générale, je pense qu'il faut faire attention à ne pas bloquer des innovations seulement parce qu'il y aurait des réattributions dans la chaîne de valeur. Évidemment, il y en a. Ça peut être assez violent. On le voit de la finance vers les technologies, de New York à Palo Alto. Mais ça, on l'a eu plein de fois dans l'histoire. On l'a eu pendant des siècles. Ça s'accélère, c'est vrai. Il faut faire attention. Mais je dirais que de ce point de vue, il faut faire attention à ne pas confondre les vrais sujets de régulation, le blanchiment, la fraude, etc., et confondre la sortie des rentes anciennes qui deviennent éventuellement des rentes futures. Parce que ça changera régulièrement, et il n'y a pas trop de sujets avec ça. Alors en revanche, une fois qu'on a dit ça, il y a des vrais sujets. Et ces vrais sujets, ce sont des sujets technologie par technologie. Il se trouve qu'il y a des technologies qui ne posent pas beaucoup de problèmes. Bon, après, si on revient un peu à la philosophie, hein, on a dit, les Grecs disaient, Platon faisait dire à Socrate dès le début que l'écriture allait poser des problèmes parce que les gens ne retiendraient plus suffisamment les choses dans leur tête pour faire de l'oral. Donc après, on a continué. On a fait l'imprimerie, on a fait le digital, etc., etc. Et si on devait parler de vraies technologies aujourd'hui qui peuvent poser des problèmes infiniment supérieurs à celui qu'on débat aujourd'hui, on pourrait passer quelques heures, ça a été fait dans des tables rondes hier sur les réseaux sociaux, qui ont une façon de changer notre cognition et nos relations sociales, qui ont un impact bien supérieur et qui ont un besoin de régulation en réalité bien supérieur aux technologies distribuées dont on parle maintenant. Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle. Un petit dernier point là-dessus, on veut passer du Web 2 au Web 3 justement parce qu'on souhaite casser les rentes en espérant qu'il n'y aura jamais de pouvoir en place qui remplacera le précédent. Dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il a été dit « vous inquiétez pas, il y aura un pouvoir collectif », en fait personne n'aura vraiment le pouvoir, personne n'aura de rente. Personnellement, j'ai jamais vu ça arriver, la nature humaine est ce qu'elle est. Troisième point, bien en particulier dans certains endroits qui sont notamment dans le secteur financier, banque, gestion d'actifs, assurance, etc. C'est normal d'être régulé. Ce sont des sujets prioritaires, les paiements, le financement, le crédit être assuré, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, il est normal, classique, qu'on traite des éventuelles carences de marché, qu'on traite des problèmes, des externalités négatives, comme on dit poliment en économie. Il faut traiter ça, et c'est au cas par cas. Et il est vrai que dans les technologies distribuées, où on est censé ne pas avoir de tiers de confiance, eh bien, ça rentre totalement, frontalement, dans ce que nous avions l'habitude d'avoir en termes de centralisation de la supervision, de la régulation. Ce n'est pas forcément un mal, mais il faut surveiller. Alors, sur la banque, je dirais l'intermédiation financière, Maya en a largement parlé, donc je ne vais pas insister. C'est vrai que quand on est au bord du système, il y a des réglementations et des choses à surveiller, mais c'est quand on rentre dans le cœur du métier et qu'on risque de toucher, par exemple, à la mutualisation ou à l'intermédiation, que là, il y a des questions qui se posent. Exemple, dans la banque, si on se retrouve avec une technologie qui peut facilement promouvoir des méthodes qui tuent l'intermédiation normale, classique, qu'on préfère en Europe, contrairement aux États-Unis, il y a un vrai sujet.
Et c'est vrai aussi, et c'est mon 4e point, c'est vrai aussi que ça arrive dans l'assurance et dans la réassurance. On pourrait imaginer que si certaines technologies favorisent l'assurance paramétrique, et l'assurance paramétrique, elle est aussi souhaitable. Vous avez cité l'exemple de Descartes. Bien sûr qu'il faut continuer dans cette voie. Mais à terme, si on ne segmente et qu'on ne sait attribuer je dirais, une valeur ajoutée forte à ces technologies pour certains périls, certains risques et pas les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va démutualiser, on va réussir à séparer les risques. Et comme vous savez, dans l'assurance, la mutualisation, c'est dans la masse du nombre d'assurés, c'est dans le temps et c'est dans l'espace, à travers les différents contrats. Donc ça, c'est très important. Peut-être un dernier point également que je voulais faire, puisque je représente aussi la CCR, où nous, on fait pas seulement de la réassurance, on fait de la réassurance publique pour des sinistres un peu particuliers, ce qu'on appelle les sinistres non assurables, parce qu'ils ne sont pas assurables seuls par les assureurs classiques privés. Donc on est encore dans un degré de complexité supplémentaire, assurance, réassurance privée, réassurance publique avec la garantie de l'État. Et là, on voit qu'on a le sujet déjà qui était très important de démutualisation. Dans notre cas, c'est encore autre chose. On se rapproche des sujets politiques. Est-il possible de démutualiser et est-il possible de faire confiance totalement à la technologie quand on a un régime public-privé qui aujourd'hui utilise des arrêtés interministériels, par exemple, pour définir des périls? Merci. Alors, ça va être votre tour de poser des questions à notre panel. Moi, j'ai envie d'en poser une parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai une banque qui est super, j'en suis très content. Mais quand je dois faire un paiement, elle m'envoie des chiffres par huitaine que je dois recopier, etc. sur le site de mon téléphone. Et à l'inverse, si je passe par Apple Pay, donc ça c'est pas pour remplacer l'intermédiaire, c'est une couche supplémentaire, mais je n'ai plus qu'à appuyer avec mon doigt pour donner mon empreinte digitale, et là, c'est beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de temps, et ça m'a l'air tout aussi sûr. Et bon, j'ai un peu de scrupule, parce que je passe par un Américain, on l'a dit, mais pourquoi ma banque française, elle n'a pas eu l'idée avant, ou même pendant, ou après? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, peut-être la représentante des banques. Non, on est tous concernés sur le sujet des paiements. D'abord, vous faites partie, je crois que c'est 20% de la population qui ont la chance, l'argent suffisant pour payer un téléphone Apple. Donc je suis désolée, je ne vais pas vous culpabiliser parce que vous dépensez votre argent là-dessus. Mais en fait, ce que vous dites... J'ai un chéquier aussi. Oui, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la question que vous posez, elle amène à se poser la question, finalement... des clients, parce que vous en avez parlé de façon très directe en disant tout ça, finalement, c'est pour servir des clients, c'est pour être utile à des clients. Et les clients, ils ont une gigantesque diversité. Et je remercie Daniel d'avoir, d'ailleurs, la FTE, d'avoir organisé cette journée d'innovation, parce que, justement, elle a permis de montrer la variété des besoins et des entreprises chez des entreprises qui, d'ailleurs, ont un trésorier d'entreprise, ce qui est une partie des entreprises. Mais en fait, vous en avez énormément qui n'en ont pas, qui n'ont ni trésorier, ni même parfois de directeur financier proprement dit. Et donc, toutes ces questions d'innovation, en fait, la question, c'est qui a besoin de quoi? Et aujourd'hui, on y répond parfois de façon très massive en disant en fait, il faudrait que tout le monde ait accès à Apple. Et voilà. Bon, en réalité, ce n'est pas possible pour diverses raisons. Apple vous le fait payer d'ailleurs. Oui, vous dites qu'il y a toujours un coût, même si c'est un coût caché. Encore heureux qu'il y ait un coût, que ce soit payé à Apple ou à un autre. Donc en réalité, le sujet, c'est pour quel service on paye. Je rebondis aussi sur la question d'Hélène Ray sur est-ce que tout le monde a besoin de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que pour les grandes entreprises, et c'est vrai que les banques ont d'une certaine manière la facilité en France et la faculté de réfléchir à une très très grande variété de clients et donc de choisir leurs investissements. Et vous avez posé une excellente question qui est finalement comment on oriente ces investissements. Donc en fait, effectivement, les banques font des choix.
Quand il s'agit de trouver des fintechs performantes, on prend un fonds pour trouver finalement qui va le faire. Quand il s'agit de choisir entre offrir un service 24/7 à 100% des clients ou offrir un service hyper performant 24/7 à une partie des clients, c'est plutôt le deuxième choix qui se fait. Parce qu'il ne faut pas justement se disperser en se disant qu'on n'a pas les moyens tout simplement en France. On l'a aux États-Unis, on ne l'a pas en France, on ne l'a pas en Europe. Les moyens de se dire je vais uniquement investir dans l'innovation. Voilà. Donc je pense que tout est question de choix. Parfois les clients sont internationaux. Hein. Ce n'est pas question de 7 jours sur 7, de 24 sur 7. Vous êtes lancé vis-à-vis de clientèle partout dans le monde. Dans le sujet, je pense, j'ai compris votre inquiétude, parce que cette question, quand nous faisons notre investissement, on fait très attention à ESG. Alors là, je peux vous dire, la due diligence, notre client, les banques, les compagnies d'assurance nous exigent. Vous êtes très conscients, et nous aussi. Sur l'impact environnemental. La question, c'est l'outil. Hein, sur l'impact environnemental. Bien sûr, et humain au centre. Donc aujourd'hui, c'est question d'outils. L'outillage n'est pas assez. Est-ce que c'est assez performant pour avoir le confort, mais aussi la santé générale et sociale? Et c'est là. KT, nous, on a choisi d'investir, pas dans les choses abstraites, philosophiques, on investit dans le pelle et pioche, c'est ça on dit en français, voilà, l'outillage, pour que, par exemple, crypto, qu'il soit plus sécurisé, plus humain, et que parfois, vis-à-vis de différentes tranches d'âge, il y a des contrôles. Et c'est comme ça, avec Ledger, qui est le leader français, nous sommes actionnaires, investisseurs très tôt de Ledger, on a créé un fonds dédié pour ça. Et avec BPI, et agréé par AMF, un fonds crypto dédié pour faire des outillages, pour rendre cet outillage aussi humain, si ce n'est pas plus, que les banques, que les institutions financières traditionnelles. C'est ça l'avenir. Très bien. Si personne ne veut rajouter quelque chose, je vais donner la parole maintenant à vous, qui êtes là et qui a peut-être une question qui se pose. Et voilà, le premier se présente ici. Est-ce qu'on peut donner un micro au premier rang à ce monsieur qui a le courage de poser la première question? Et je vous en remercie. Ça va sûrement en susciter d'autres. Oui, certainement des vocations. Bonjour, je suis Pierre-Charles Pradier, je suis économiste. Je voulais demander à Daniel Biernès, quand vous parlez de sécurité dans les paiements, est-ce que vous pensez à la sécurité entre les deux parties au paiement, simplement, donc une espèce de sécurité privée, ou aussi à la sécurité publique, qui est de mettre hors jeu ceux qui utilisent l'argent à mauvaise fin? Parce que lutter contre le blanchiment, ça a un coût. Et c'est un coût que tous les opérateurs traditionnels, que ce soit les opérateurs de paiement ou les établissements de crédit, payent. Et c'est un coût que, évidemment, les cryptos, les stable machins ne payent pas. Voilà. Donc, est-ce que vous pensiez aussi à ça? Vous avez tout à fait raison. C'est bien l'ensemble des deux. C'est pour ça que j'ai parlé effectivement des critères microéconomiques pour les entreprises, mais également des impacts macroéconomiques. Et clairement, le paiement en lui-même est quelque chose qui doit être géré de la même façon, avec les mêmes règles et les mêmes contrôles de sécurité entre les personnes et de sécurité au niveau public, quel que soit le prestataire. Que le prestataire soit une banque, soit une fintech, soit un opérateur, peu importe. Les critères doivent être les mêmes si on ne veut pas qu'il y ait des distorsions de concurrence et des risques mal gérés. Merci. Oui, j'ai une question devant, et puis après, madame. Oui, monsieur. Oui, moi j'ai une question pour Hélène Ray à propos des risques sur la stabilité financière que peuvent causer ces innovations. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce que vous avez en tête? Merci. Oui, très bonne question. Alors, jusqu'à présent, les régulateurs ont considéré que les crypto-monnaies, etc., étaient un peu trop petites pour poser des risques sérieux sur le système financier. Mais maintenant, avec le développement justement de ces fameux stable coins qui ont été qualifiés de stable machin, là, juste, qui sont des actifs dont le cours est fixe par rapport à une monnaie de référence, comme par exemple le dollar, et qui font de plus en plus le pont, en quelque sorte, enfin le lien entre la finance plus traditionnelle et les nouvelles formes de finance des intermédiaires. On peut voir que des phénomènes
possiblement de contagion, des phénomènes d'instabilité qui pourraient se répercuter donc, vers les banques via des échanges comme ceux que j'ai cités là, qui ne sont pas forcément des entités qui sont très très transparentes, peuvent vraiment peuvent commencer peut-être à poser des problèmes. Et donc il faut garder bien sûr un œil sur ça en tant que régulateur. Il y a aussi de toute façon des problèmes avec ces stablecoins, par exemple, elles-mêmes. On a eu des exemples où il y a eu des stablecoins qui étaient censés... Donc, pour avoir un cours complètement fixe par rapport au dollar, ça veut dire que quand on émet une stablecoin, il faut avoir de l'autre côté du bilan exactement le même montant d'actifs pour que ça soit vraiment considéré comme stable. Et on a vu des acteurs qui n'avaient pas justement suffisamment d'actifs pour vraiment soutenir la valeur de la stablecoins, voire des acteurs qui faisaient de la spéculation avec d'autres crypto-monnaies en même temps et qui jouaient sur les cours. Ça s'est vu, ça a été documenté, etc. Donc, dans ce domaine-là, qui est quand même encore, il faut bien le dire, un petit peu une jungle, hein, où tout est un peu opaque et il y a des liens. Alors, on a vu des crashs spectaculaires de crypto-monnaies, etc., avec Terra Luna ou des choses comme ça. Dans la mesure où ça reste petit et pas très connecté, on n'est pas trop inquiet. Les gens font ce qu'ils veulent hein, avec leur argent, ils peuvent spéculer. Mais dans la mesure où vraiment il y a un pont avec la finance traditionnelle et le système bancaire, là ça doit vraiment poser question et il faut vraiment regarder ce qui se passe. Et donc avec ces paiements internationaux, etc., qui se sont développés, je pense qu'on en est un peu à ce stade-là. Je sais qu'il y a une question, mais je vous demande un petit peu de patience parce que nos intervenants ont des choses à rajouter sur ce point. D'abord, Maya avait demandé la parole et puis je vous la passe ensuite. Non, je cherchais juste le chiffre exact du poids des cryptos dans les avoirs saisis chez les délinquants, les trafiquants de toutes sortes. Hein. En fait, l'immense majorité des avoirs saisis, confisqués par les autorités françaises, c'est des espèces, donc de l'argent qui a circulé en dehors du circuit, hein, et des cryptoactifs avec un nombre de saisies qui triple quasiment tous les ans. Hein. Donc ça, c'est un élément très très important. Et donc évidemment, la lutte contre ces trafics, c'est un élément majeur de sécurité. Daniel, un mot ? Oui, je voudrais juste faire un commentaire pour qu'on ne confonde pas tout. On ne devrait jamais parler de crypto-monnaie. Ça n'existe pas. C'est ce qu'a dit pas des monnaies. Dan tout à l'heure. Voilà, ce sont des crypto-actifs. Ce ne sont pas des monnaies. Ça n'a pas la caractéristique d'une monnaie, ça n'a pas une valeur sûre, ça n'a pas une valeur libératoire sûre, surtout quand on a, même si c'est une stablecoin, parce qu'en fait, il n'y a pas derrière les réserves qui sont nécessaires. Donc, il ne faut pas parler de monnaie, il faut parler d'actifs. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre le cryptoactif avec la technologie qui est derrière. La technologie, c'est la blockchain. La blockchain peut être un instrument utile, par exemple, pour faire des intermédiaires, gérer des flux de façon plus rapide, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un crypto-actif. Donc il faut bien faire la différence. Ok, merci pour la précision. Édouard, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste très rapidement. Bon, on a beaucoup parlé des monnaies, crypto-monnaies, pseudo-monnaies. C'est vrai que les trois systèmes dans lesquels on a un bitcoin tout seul, à la limite, qui varie tout seul, bon, ça a été dit. De l'autre côté, il y a le stablecoin. Ça rappelle les fonds monétaires il y a 15 ans. Soit on a les actifs derrière, soit on les a pas. Et quand on les a pas, c'est une catastrophe. Le plus problématique, c'est au milieu, quand on fait un panier, où on pourrait se retrouver à avoir un système dans lequel c'est la queue qui remue le chien et plus l'inverse, parce qu'à la fin, c'est cette monnaie ou pseudo-monnaie qui pourrait diriger celle des banques centrales qui, quand même, s'en sont pas mal occupées à l'époque. Donc ça, c'est une remarque. Après, il y a trois priorités, en fait. Il y a la stabilité financière et monétaire, c'est la première. On en a parlé. Deuxièmement, il y a la création de valeur. Elle va exister. Elle existe. De toute façon, les technologies qui passent à la fin, elles réussissent, la valeur se retrouve. Mais dans la répartition de la valeur dont on parle beaucoup, est-ce qu'elle va être captée par les nouveaux acteurs comme ça a été fait avec les GAFAM pour le Web 2 ? En fait, il y a deux sous-questions. La première, c'est la même. Est-ce qu'on va se retrouver avec des acteurs qui vont recapter tout seuls ? Mais ensuite, est-ce qu'ils vont changer le modèle dans une culture, dans une zone européenne au hasard, qui n'a pas la même vision de la solidarité ? Tant dans la banque que dans l'assurance. Et dans la banque et dans l'assurance, on a du crédit, on peut faire des dépôts, on a une assurance habitation qui n'est pas chère, pareil pour l'auto. Si vous regardez dans d'autres endroits, soit ça n'existe pas, soit ça existe à des tarifs beaucoup plus élevés, pas grâce à la technologie, grâce à la mutualisation et parfois même au caractère obligatoire de ces assurances, par exemple. On n'a jamais fait enquête d'opinion pour ce genre de questions parce que la réponse, on a pris une heure pour discuter, c'est sympathique. Bon. Mais je veux dire... Vous allez demander un sondage. Vous pouvez voter si vous voulez. Alors, on reviendra à cette question, mais j'avais promis de donner la parole
pour peut-être une ou deux dernières questions. Donc vous l'avez demandé depuis un petit moment. Vous avez le micro, allez-y. Comment ? Oui, bonjour. Ah, et Dan après voudra s'exprimer. Je pense que je vais poser la question à M. Kai, parce que c'est vrai que en France, on a les banques traditionnelles et tout, alors qu'en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui se développe très lentement. Et peut-être que l'innovation financière numérique peut être un enjeu majeur pour nous, les Africains. Donc, qu'est-ce que vous pourrez en dire par rapport à ça, et quels seront les enjeux qu'on pourrait avoir pour l'Afrique ? Alors, merci pour votre question. Il y a 3 ans, KT Capital, avec le plus grand fonds africain, s'appelle Afrique Invest. Nous avons créé KT Afrique Innovation. Et l'un des principaux sujets de nos investissements, justement, c'est dans FinTech. C'est un fonds de 120 millions de dollars. D'ailleurs, plusieurs grands groupes français, il y a certains sont présents ici, ont participé pour ce cause. Et ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai vu que mon cofondateur associé, Denis Barrier, il a fait son apparition. C'est un très brillant lormanien. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous le croisez, vous pouvez lui poser la question. Effectivement, nous sommes en plein action en Afrique. Et on a même un fonds à LATAM. Nous avons investi une boîte qui s'appelle Keitu, qui est vraiment aussi pour le crowdlending, pour le peuple. Nous aimons bien la population. Tant que la technologie est bonne, satisfaction client, et pour la population, personne ne peut vous stopper dans l'innovation. Dan Schulman a demandé la parole. S'il m'entend, can you hear me? You can have a word. Dan, would you like to say something? Yeah. Oui. Je pense que il y a une confusion ici au niveau de ce qui est le système de bancaire, les fintech, etc. Je pense que chaque entreprise aujourd'hui est une entreprise de tech. Et chaque entreprise a besoin d'innover et au fur et à mesure que les technologies évoluent. Je pense que les banques sont des fintech. Les fintech essaient d'aider des banques et ils commencent à travailler ensemble. Je pense que toutes les entreprises responsables financières doivent travailler main dans la main avec les régulateurs, et les régulateurs partout dans le monde, surtout dans les différents pays. Si vous regardez le Brésil, par exemple, ou l'Inde, ou la Corée du Sud, par exemple, si vous regardez Singapour, ces banques centrales et ces gouvernements commencent à mettre en place une infrastructure qui fonctionne selon la blockchain. Et ils changent fondamentalement le système financier. Ils essayent en fait de tokeniser leur économie et des systèmes de paiement, par exemple. Bon, UPI en Inde, c'est gratuit, par exemple. Ce sont des services gratuits. Ces gouvernements se parlent entre eux, et à savoir comment ils peuvent justement regrouper leur système de paiement et intégrer toutes ces plateformes par le biais des API, par exemple, pas seulement dans un seul pays, mais peut-être entre pays. Donc, avec plusieurs pays, si vous mettez au-dessus de cela, ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle, et je pense que les prochaines générations de l'intelligence artificielle, je pense que ça va être très important pour l'humanité. Je pense qu'on va évoluer énormément avec la tokenisation, par exemple, de l'économie, au-dessus des blockchains, au-dessus des infrastructures pour les biens publics. Et on va avoir des services fondamentalement différents. Et il ne s'agit pas ici de banques versus les fintech ou qui ne respectent pas l'intégrité et la stabilité, mais donc c'est une révolution technologique. C'est vraiment, on est confronté à une révolution technologique. Pour conclure, Hélène, c'est vraiment le mot de la fin.
Alors en 10 secondes, je crois que le panel a très bien montré, et Dan vient de le faire encore, l'extraordinaire diversité de cette innovation en finance des intermédiaires. Alors on a beaucoup parlé des systèmes de paiement, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas tout confondre, je crois que c'est quand même le message qui est sorti. Et c'est un écosystème qui est très très riche, qui est en train de se développer très rapidement, comme on peut le voir. Mais en fait, aussi, je pense qu'on peut dire que personne ne sait vraiment où il va. Merci pour cette conclusion. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.